Parce que tous les chemins mènent à Rome, l'OM se réunit en conclave. Loin de l'ambiance jugée malsaine de la commanderie, le groupe pro et certains membres du staff vont passer à minima les 2 prochaines semaines dans la ville éternelle pour préparer au mieux les 4 échéances qui arrivent, essentielles pour une qualification en Ligue des Champions. Vous êtes bien sur Massilia Zone Média, pardon, le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Ce soir, je suis avec Samy, Kylian, pardon, et Enzo. C'est le DLZ numéro 11. Les gars, j'espère que vous allez bien. De toute façon, c'est pas ce que je vais vous demander. Ma question, la première, concernant cette mise au vert exceptionnelle, est-ce que pour vous, le 4 sur 4 en fin de saison est obligatoire? Enzo, je te laisse démarrer. Alors, le 4 sur 4 obligatoire, idéalement, oui. Après, est-ce qu'il le serait pour terminer en Ligue des Champions et se qualifier directement pour cette compétition? Je suis pas sûr. Concernant la mise au vert, moi, je suis pas forcément fan de ces opérations, entre guillemets, commando, où, tu vois, c'est la volonté de réunir tout un groupe pour le ressouder, recréer des liens peut-être perdus. Mais si après Roberto De Zerbi a l'habitude de faire ça dans sa carrière, il l'a déjà fait, partir justement pour mieux se retrouver. S'il estime lui-même que ça nous permettra de se qualifier en Ligue des Champions, écoute, pourquoi pas, hein. Il connaît peut-être forcément mieux le football que nous, mais par contre, je ne trouve pas que l'OM ait besoin, potentiellement, même avec les dernières informations qui sont sorties, de partir loin de l'OM pour se qualifier en Coupe d'Europe. Parce que, comme tu l'as souligné, il reste 4 matchs et les 4 matchs ne sont pas non plus injouables. Tu reçois Brest, tu vas à Lille, bon, déplacement périlleux, tu vas au Havre et tu reçois Rennes. Donc, mise au vert ou pas, l'Olympique de Marseille doit faire le travail et au minimum terminer troisième. On a quand même vécu 2, 3 dernières semaines, même je dirais, sous tension, déjà parce que les résultats suivaient pas, et aussi en interne, tu avais la crise de la taupe, hein, soi-disant un joueur ou un membre du staff qui ferait fuiter des informations auprès de la presse. Kylian, est-ce que tu rejoins Enzo? Pour toi, c'est pas essentiel, ou au contraire, cette mise au vert exceptionnelle et va dans le sens d'aller chercher les résultats? Moi, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Enzo. Je trouve cette mise au vert pas forcément essentielle, surtout qu'en plus, il y en a eu déjà pas mal depuis le début de la saison. On a eu un groupe qui est déjà parti plusieurs fois loin de la commanderie durant la saison. Et il y a eu une période, je crois, où ça n'a pas non plus été très très bénéfique, puisqu'il y a eu ces enchaînements de très mauvais résultats et de très mauvais matchs sur le contenu notamment. Voilà, il reste 4 matchs. Les 4 matchs pour moi sont pas non plus injouables, à part peut-être le déplacement à Lille qui peut peut-être être effrayant. Pour moi, les 3 autres matchs sont très très abordables et je pense que cette équipe a encore besoin allez, on va dire encore 8 ou 9 points, je pense, pour assurer un top 3. Donc, je pense que c'est largement dans les corps de cette équipe-là. Alors maintenant, mise au vert ou pas, euh, pour moi, l'OM doit se qualifier en Ligue des Champions et l'OM doit faire le travail sur ces 4 derniers matchs. Moi, je pense plus que c'est euh, plus du tapage médiatique, on va dire. C'est plus un événement pour donner un petit peu du grain à moudre aux médias et pour alimenter un petit peu les débats. Moi, je trouve que voilà, c'est une mise au vert comme il y en a eu beaucoup durant la saison. Voilà, De Zerbi pense que c'est la meilleure méthode pour permettre de solidifier son groupe. Comme Enzo l'a dit, il connaît sûrement mieux le foot que nous, donc on va lui faire confiance. Mais en tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que l'OM doit se qualifier en Ligue des Champions et l'OM doit faire le travail sur ces 4 derniers matchs. Alors, pour le coup, hein, je viens de compléter ce que tu dis, Kylian. Pour le coup, là, il est vraiment question de raffermir les liens. Là où à Malmort, il y avait plus cette impression de commando après des résultats qui posaient question. Là, c'est vraiment renforcer ce groupe, la fameuse union sacrée dont parlait Longoria dans son message LinkedIn, et aller chercher un résultat. Longoria qui d'ailleurs a encore soutenu ce soir son entraîneur. Samy, dans quel sens te tournes-tu concernant cette question? Ben, moi, j'ai du mal à comprendre le traitement médiatique qui est fait sur cette affaire. Je comprends pas la dichotomie binaire qu'on essaye de faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est pas essentiel?
Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ça va être un échec? Je pense que dans la vie, tout n'est pas voué à être blanc ou noir, tout n'est pas voué à être un succès ou un échec, tout n'est pas voué à marcher ou pas marcher. Donc je comprends pas un peu ce débat sur est-ce que ça va marcher. Je comprends pas pourquoi on utilise des mots comme commando, que le club n'a jamais parlé de commando. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi on fait le lien entre cette mise au vert et la nécessité de gagner des derniers matchs pour aller en Ligue des Champions. Je pense pas que l'OM s'est dit on doit absolument partir au vert à l'étranger pour gagner nos derniers matchs. Je pense qu'il y avait juste une idée, un besoin, un compromis entre plusieurs personnes qui trouvaient l'idée plutôt bonne et qui se sont dit ok on y va. Je pense qu'on accorde un peu trop d'importance. Je pense que l'OM peut très bien faire 4 sur 4 et ça n'aura cette mise au vert aura très peu d'impact sur le fait que l'OM aura fait 4 sur 4 et l'OM peut très bien se casser la gueule en fin de saison et cette mise au vert n'aura aucun impact sur le fait que l'OM se sera cassé la gueule en fin de saison. Donc je pense qu'on en fait beaucoup trop dans les mots qu'on utilise, dans le traitement et dans ce qu'on attend de cette mise au vert. Et voilà. Justement, si tu te ramasses, Samy, ça reste quand même un investissement financier. On est les seuls à réitérer cette pratique. C'est déjà la troisième fois de la saison. Alors là, en l'occurrence, c'est tourné d'une autre manière, puisqu'on parle d'une mise au vert plus qu'une opération commando. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Et si derrière, tu n'as pas la qualification avec des champions, c'est quand même un échec, puisque tu as essayé de remobiliser un groupe et tu n'arriverais même pas à faire un top 3. Mais explique-moi la différence entre les 9 défaites que tu as connues et à ma connaissance, quand tu as perdu 9 fois cette saison, tu t'es entraîné à la commanderie, tu t'es pas entraîné à Rome. Et donc là, il reste 4 matchs. Si l'OM en perd 2, 3 ou 4, pourquoi on ferait un lien sur le fait que l'OM est allé à Rome avec ces fameuses défaites-là? En fait, je comprends pas pourquoi, si l'OM finit bien le championnat, on dira que c'est grâce à Rome, et pourquoi si l'OM finit mal le championnat, on dira que c'est à cause de Rome. En fait, ça n'a aucun lien. L'OM a déjà perdu 9 matchs cette saison. Donc je vois pas le lien qu'on fait entre un éventuel succès ou échec de cette opération. Ça n'a rien à voir. Oui, du coup, quel serait l'intérêt finalement? Parce que comme l'a dit Liane, il y a un gros 1 million d'euros et il n'y aurait pas d'intérêt. Mais il faut arrêter il faut sortir un peu de cette vision, il faut arrêter d'être absolu dans sa réflexion. Tout n'a pas, tout n'a pas, tout n'a pas besoin d'avoir un intérêt. T'étais pas obligé de faire les choses pour avoir un intérêt. Et c'est pour ça que je dis Il y a qu'on bien un accorde. intérêt derrière de ressouder le groupe et d'aller chercher la qualification en Ligue des Ah Champions, non, sinon refouler les liens, c'est nous, plutôt vous, qui faites des hypothèses et qui disent, bah, c'est pour resserrer les liens, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. non, c'est Mais sorti dans la presse, c'est les médias. Après, après, moi, je trouve quand même que c'est beaucoup dans la méthode de si. Je trouve que De Zerbi est aussi un coach qui aime beaucoup, voilà, et essayer de créer du lien social, du lien humain dans son groupe. Et donc, du coup, voilà, ces sortes d'expéditions, on va dire, c'est-à-dire se déplacer un petit peu, partir un petit peu en stage comme ça, autre part que dans l'environnement dans lequel les joueurs sont au quotidien, permet aussi peut-être de souder ou de resserrer les liens. Moi, je trouve que c'est donc, plus dans la méthode de Zerbi. Je trouve que c'est un coach qui est beaucoup dans l'affect, beaucoup dans l'humain, beaucoup dans le lien social. Il veut créer une certaine osmose, une certaine ambiance de travail dans son groupe. Et je trouve que c'est ses méthodes. Maintenant, après, que ça fasse débat, que ça fasse pas débat, moi, je trouve que honnêtement, comme a dit Samy, pour moi, je ne dirais pas si l'OM venait à ne pas se qualifier en Ligue des Champions, je ne ferais pas le lien avec cette semaine ou ces 2 semaines à Rome. Pour moi, il n'y a strictement aucun lien entre les deux. C'est totalement dissociable à partir du moment où tu as perdu déjà 8 matchs ou 9 matchs, 8 matchs, je sais plus, 8 matchs depuis le début de la saison. Enfin, pour moi, honnêtement, il n'y a aucun lien qui sera créé. Si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, pour moi, ce sera pas forcément grâce à Rome. Et si l'OM ne va pas en Ligue des Champions, ce sera pas forcément à cause de Rome. Donc voilà, moi, je mais trouve juste que c'est dans les méthodes de De Zerbi, tout simplement, qui est un coach qui aime bien créer du lien social et renforcer un petit peu la cohésion de groupe. c'est Mais ça, après, mais c'est intéressant parce que Kylian, tu parles de méthode et en fait, je te rejoins totalement. En fait, là, on est juste face à l'application d'une simple méthode et on n'est pas face à la recherche d'un intérêt ou la recherche de débloquer quelque chose. Et moi, je te rejoins totalement, Kylian, là-dessus. En fait, tu es juste sur l'application des méthodes d'un coach. Et comme il y en a tous les jours dans tous les clubs du monde, c'est une méthode peut-être différente et c'est peut-être pour ça que ça excite le monde, mais c'est juste l'application d'une méthode et il faut arrêter de chercher et de sortir les grands mots. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est juste l'application d'une méthode. la Et, question était et il me facile. On semble, peut et demander puis si ça pour va marcher ajouter parce quelque qu'en fait, chose, le c'est truc, aussi c'est quelque que attends, je fais, après je te laisserai parler.
Dans le Vas-y sens, Enzo, vas-y, moi, vas-y, je te moi, laisse la main. en fait, je me demande quel est l'intérêt dans le sens où, parce que c'est sorti dans les médias et ce serait vraiment sur le fait de recréer du lien social et de resserrer les liens entre son groupe. C'est ça qui est sorti dans la presse. Après, on y croit ou pas, c'est le problème de tout un chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, je ne vois pas l'intérêt, quand bien même on ne termine pas, dans le sens où si tu as vraiment des joueurs divisés et qui ne s'apprécient pas entre eux et que des conflits, des litiges dans le vestiaire, que tu les emmènes en Italie, en Suède ou n'importe où, à 10 000 km de la France, ça ne changera strictement rien entre eux. C'est ça que je veux te dire. Mais pourquoi chercher absolument un intérêt, je comprends pas. Mais non, mais un intérêt, dans le sens, l'intérêt principal, c'est de resserrer les liens avec le groupe et de s'éloigner de Marseille. C'est ça l'intérêt du truc. C'est ce qui est sorti dans la Après, presse. c'est des infos que j'ai pas, mais en tout cas, moi, je Non, vois pas, j'ai pas vu le c'est club dire resserrer le que lien c'est pas du social. tout les liens, ou que c'est pour faire une opération commando. Après, opération Faut- commando, dans le sens où, voilà, il faut resserrer, entre guillemets, c'est vraiment le truc de resserrer le lien social. Mais en fait, moi, tu peux utiliser le terme que tu veux, intérêt ou utilité, je ne vois pas l'utilité d'aller là-bas si c'est pour recréer du lien social avec un groupe qui, d'après les informations de la presse, ne s'apprécie pas et où il y a des divisions. Que tu les Et emmènes encore une n'importe fois, où, en fait, ça ne changera rien. C'est ça que je te dis, moi. encore une fois, votre Et problème, c'est que vous cherchez, vous moi, ce cherchez que une je voulais utilité. surtout rajouter, c'est que il me semble que De Zerbi a déjà renouvelé l'expérience dans les différents coachs, dans les différentes équipes qu'il a entraînées, et que c'était pas la première fois qu'il fait Oui, ce mais genre de de certains. méthode-là. Donc, Justement, pour moi, justement, Kylian, en fait, ça se, parler dans le sens voilà, de votre réflexion concernant le management de De Zerbi, c'est pas la première fois c'est qu'il le ça, ça fait. va totalement dans le Euh, sens de ce que je disais. Pour moi, ça fait partie déjà, de son management et pour moi, et c'est tout simplement les méthodes d'un coach. Ça c'est peut déjà, plaire comme ça peut ne pas plaire. Pour moi, c'est les méthodes d'un coach, tout simplement. c'est déjà la troisième fois cette saison. Mais est-ce que être aussi rude, c'est toujours viable? Parce que tu as des joueurs qui vont être coupés de leur famille à un moment important. On sait que, par exemple, il y avait des périodes de fête où de Zerbi a forcé les joueurs à continuer à s'entraîner. Est-ce que ce management-là, ça marchera toujours? À Malmort, ça s'entraînait à 5 heures du matin. Pour vous, est-ce que ça se tient, ça? Enzo? Ben, Ah, Samy, ouais, vas-y, je vais commencer. Alors moi, en fait, je sais pas si c'est vraiment une question en fait de management, dans le sens où tu peux aller faire des stages, tu peux aller de partout, mais encore une fois, moi, de ma part, le problème est sur le terrain en fait. Tu verras pas du football du jour au lendemain qui partent à Rome, à Malmort ou autre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que là, De Zerbi, c'est ses méthodes, je respecte totalement. Il l'a déjà fait évidemment, mais en fait, oui, peut-être qu'on en fait trop avec cette information. C'est dû aussi au fait qu'il y ait beaucoup de tensions, de choses qui sortent actuellement dans la presse. Mais après, viable sur la durée, je ne sais pas quelles sont les méthodes de travail d'un coach finalement, tu vois. On respecte, on adhère ou pas. Mais en tout cas, si c'est vraiment pour resserrer le lien social ou même affectif ou quoi, en fait, je vois pas l'utilité, voilà, personnellement. Très bien, merci pour ton retour. Les gars, en tout cas pour cette partie, on verra ce que ça donnera de toute façon d'ici dès samedi hein, contre Brest. Est-ce qu'on verra du jeu? Est-ce qu'on verra les effets de cette mise Dimanche, au vert? On fera dimanche le Mais point contre ce après, Brest. dimanche. tu vois, on n'est pas Voilà. voué à avoir des effets, en fait, sur Dimanche. le non, mais jeu. ça, En Samy, une par contre, tu as semaine. raison sur ça. Là, C'est pour pas le en une coup, semaine je suis d'accord avec d'une lui. part, c'est pas en une semaine que tu vas avoir des effets sur le jeu, et encore moins, surtout, encore moins dans un Non, c'est sprint. clair, mais sur le groupe, ne serait-ce que Oui. tu vois sur la dynamique. Mais le groupe, allez, partons du principe que dans le groupe, il y a des frictions et qu'ils ne s'apprécient pas. Bah, les frictions, elles les ont pas empêchés d'être à la 30e journée et d'avoir gagné un nombre de matchs qui leur permettent d'être deuxième à l'heure où on parle. Donc en fait, ça n'a aucun lien. Et puis surtout, parler de rudesse, faut arrêter de s'improviser avocat des joueurs. Je pense que si et De Zerbi et son staff et le board ont validé cette initiative, c'est que en fait, faut faire preuve de bon sens. C'est qu'ils ont un peu sondé leur groupe, ils ont des relais dans le groupe, ils ont des cadres dans le groupe, ils ont dû prendre le pouls et ils ont dû sentir que c'était une initiative qui allait être plutôt bien accueillie. Alors forcément, dans un groupe de 22-23 joueurs, il y a toujours 2 ou 3 têtes qui peuvent dépasser, mais si on sent que la grande majorité n'y voit pas d'inconvénient, on y va. Et apparemment, c'est ce qui a l'air d'être fait. Donc si les principaux intéressés n'y voient pas d'inconvénient, pourquoi ça serait à nous de nous poser la question? Très juste. D'ailleurs, dans ce groupe, il y a un joueur qui renaît, mais qui est présent. Pour moi, depuis le début de la saison,
ce serait même lui coûter de ne pas lui remettre. Bon, j'ai pas le mot, mais bref. Il y a une renaissance d'Ulysse Garcia dans ce groupe. Les gars, il avait fait une très grosse performance contre Montpellier, mais de toute façon, c'est un homme de devoir. Ça veut dire que depuis le début de saison, dès qu'il faut le faire jouer, quand il fallait doubler Quentin Merlin qui n'était pas performant jusqu'en janvier, il était là. Aujourd'hui, on l'assigne à un poste de défenseur central gauche. Bah, moi, je l'ai trouvé plus intéressant que Kondogbia sur certaines prestations. Je vais vous poser la question et je commence par toi, Kylian. Est-ce que cette renaissance d'Ulysse Garcia est méritée et comment ça peut s'inscrire dans l'effectif à long terme? Bah, je pense que cette renaissance, pour moi, elle est totalement méritée. Déjà, il faut savoir d'où part quand même Ulysse Garcia. Quand même, on parle quand même d'un joueur qui était quand même dans le loft cet été, qui n'était pas du tout dans les plans de Zerbi. Les dirigeants ont essayé de lui trouver une porte de sortie cet été, qu'ils n'ont pas réussi. Il revient dans le groupe. Il fait des rentrées plutôt intéressantes. Il a même été décisif notamment à Lyon lors de la victoire 3-2 là-bas où Ouais. il marque notamment le but du 2-1 et il a fait des performances qui honnêtement je trouve pour le peu qu'on attendait a été je trouve globalement satisfaisant. Ça a été un joueur qui nous a je trouve apporté des certitudes. C'est un joueur qui malgré ses défauts a quand même essayé de faire des prestations globalement correctes. Moi, je trouve honnêtement que si on fait le bilan de la saison d'Ulysse Garcia, je trouve que sa saison est globalement satisfaisante. Et ces derniers matchs le montrent également. Il a été replacé en défense centrale gauche. Il a fait des prestations globalement intéressantes. Et moi, ce que j'aime bien avec Ulysse Garcia, c'est que tu sens un joueur qui se fond totalement dans le collectif et ne place pas ses petits intérêts au-dessus du groupe. Il aurait pu taper du poing sur la table, il aurait pu se plaindre de son traitement qu'il a eu cet été. Au final, il a préféré travailler, se taire et attendre son heure. Et il a attendu son heure et il a été globalement performant à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Et je trouve que cette renaissance, elle est totalement méritée. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire dans le long terme, voire moyen terme pour l'Olympique de Marseille? Je pense déjà que pour cette fin de saison, ça va nous être utile déjà d'avoir un joueur qui peut répondre présent comme ça à tout moment, que ce soit sur le banc ou que ce soit en tant que titulaire. Maintenant, sur le long terme, est-ce que je vois l'Olympique de Marseille sur le long terme avec un Ulysse Garcia? La réponse est honnêtement, je ne sais pas, parce que ça reste un joueur euh, d'un bon niveau de Ligue 1, mais si on veut espérer passer un cap, que ce soit en championnat ou que ce soit même sur la scène européenne, je pense qu'il va nous falloir peut-être des joueurs, que ce soit dans le 11 titulaire ou même sur le banc, des joueurs un petit peu plus huppés. Et je pense que Ulysse Garcia rentre pas forcément dans cette équation-là. Mais en tout cas, s'il venait à partir cet été, on le remerciera pour les services rendus, car depuis son arrivée, je trouve que ses prestations sont globalement intéressantes. Enzo? Ouais, moi sur Ulysse Garcia, je partage l'avis de Kylian et j'ai vraiment aimé et apprécié sa dernière prestation face à Montpellier. Et vu du stade, en fait, ce qui était vraiment visible, c'est qu'il apporte beaucoup de vitesse dans les transmissions et sa capacité aussi à se projeter et à amener le surnombre en attaque est vraiment intéressant. C'est ce qu'on avait vu lors des 20-30 premières minutes face à Monaco, où De Zerbi justement l'avait Et repositionné. passeur décisif sur le but de Raul notamment. Ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, oui, exactement. Et ce qui prouve qu'en attaque, finalement, il apporte vraiment. Et justement, sur les 20-30 premières minutes à Monaco, c'est ce que j'avais vu. J'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, mais De Zerbi avait fait le choix de le positionner justement à ce poste-là, et il avait répondu présent. Après, forcément, il s'est un petit peu éteint et liquéfié à l'image du collectif à Monaco. Mais par contre, le fait justement de le mettre pour compenser en fait un petit peu un manque de talent individuel et le fait que c'est un joueur qui se projette et qui peut apporter de la vitesse tant dans les transmissions ou que sur les offensives marseillaises, c'est intéressant. Donc oui, moi je l'apprécie dans ce rôle, on va dire un peu de central piston. Après, à savoir s'il a un avenir à l'Olympique de Marseille, honnêtement, je pense que si tu es une équipe qui prétend jouer la Ligue des Champions tous les ans et faire un minimum un résultat, je pense pas. Je pense que ça reste quand même trop limité. Par contre, c'est un joueur qui rend des services, qui n'est pas le meilleur, on va dire, peut-être même techniquement parlant au niveau du potentiel, mais qui s'adapte et rentre parfaitement dans les demandes de De Zerbi. Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve.
On est tous d'accord pour dire qu'à gauche, il apporte ce qu'on attendait. Notamment, moi, c'est son association avec Merlin qui m'a marqué samedi. Alors, ça va dans le sens aussi de la progression de Quentin Merlin, hein, qui n'est pas le même garçon depuis qu'on lui a mis une concurrence ou qu'on a dû lui remonter les bretelles, c'est clair. Mais en ce sens, Ulysse Garcia, clairement, je le trouve bien plus intéressant dans ce poste de défenseur central gauche que de pur piston, comme il avait pu être en début de saison. Samy, est-ce que pour toi, il va nous être utile sur les 4 derniers matchs? J'imagine que oui. Maintenant, pour toi, est-ce que ça s'inscrit à long terme dans l'effectif? Je te laisse me dire. Est-ce que tu as un avis Bah, divergent? pour moi, déjà, à travers sa prestation à Monaco, il avait validé sa présence dans le 11 titulaire pour le sprint final, encore plus avec cette prestation contre Montpellier. Un joueur qui n'a pas attendu ce fameux match contre Monaco pour montrer sa fiabilité, parce que si on se rappelle bien, déjà lors du match aller, il avait été aligné, pas à ce poste-là, mais il avait été aligné au Vélodrome en position de piston. Et honnêtement, ce soir-là, ça avait été un des meilleurs. D'ailleurs, il est à l'initiative du centre sur le but de égalisateur de Luis Enrique. Et donc pour moi, si il y a retour de Balerdi, forcément, pour moi, il faudra faire sortir Kondogbia de la défense pour faire retrouver la place de l'axe à Balerdi et bien sûr conserver Luis Garcia à gauche en lieu et place et de Cornelius et de Kondogbia. Moi, j'y vois deux avantages en fait à aligner Garcia. Déjà par rapport à Kondogbia, je trouve que étant donné que c'est quand même un défenseur de métier, même si c'est plutôt un latéral, mais il a quand même plus de réflexes défensifs que Kondogbia, qui lui est un milieu. Et je pense Ouais, qu'on sous-estime énormément d'accord. cette partie du réflexe défensif parce qu'on voit que sur beaucoup de buts encaissés par l'OM cette saison, et notamment les derniers, Kondogbia a l'air d'être un peu passif, mais en fait, c'est pas vraiment une passivité, c'est plus fort que lui parce qu'en Il est fait, il n'a pas surpris. ce réflexe défensif. Et je pense que Garcia l'a Je beaucoup t'en plus. réponds. Et, Ouais, il n'a pas les réponses. deuxième point, c'est que on le voit sur la percée qu'il fait sur le troisième but contre Montpellier. Sans le ballon, je trouve que c'est assez le pendant de Murillo. Et c'est des choses que Kondogbia ne sait pas et ne peut pas faire. Donc moi j'y vois deux avantages. Donc clairement pour moi il a validé sa place jusqu'à la fin de la saison. Après très honnêtement sur le long terme c'est un joueur que l'OM a essayé de faire partir cet été. Et j'imagine que l'été prochain ça va être la même chose. Je pense pas qu'il a non plus bousculé la hiérarchie au point de valider sa place pour les prochaines saisons. Donc je pense que l'OM va chercher à le faire partir. Comme l'a dit Kylian tout à l'heure, tu te dois de viser un peu plus haut, que ça soit sur tes titulaires comme sur tes joueurs de rotation, notamment l'année prochaine avec une saison probablement en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est assez logique. Ça reste un joueur dont voilà, il faut quand même féliciter l'humilité, le travail, le fait qu'il soit toujours concerné à un tel moment de la saison alors qu'on lui a préféré un milieu défensif ou encore un défenseur central qu'on a recruté pour ce poste-là comme Cornelius. Moi, je tiens quand même à préciser, après on verra quelle forme prend le mercato, quelle formation on aura la saison prochaine déjà, ne serait-ce que ça, si on passe à 4 ou pas. Mais si tu dois en faire partir, parce que c'est très difficile en plus en ce moment avec le marché de vendre, notamment à ce poste-là, c'est pas le premier que je ferai partir moi en tout cas. Je pense que c'est plus important d'aller dégraisser un Kondogbia, c'est mon avis, mais de toute façon il y aura un volet sur lui tout à l'heure, ou encore ne serait-ce que Derek Cornelius. Mais on en reparlera plus tard. Merci Et toi, pour vos avis. je rajoute Dis-moi, juste Neto. un truc que tu as dit, c'est vrai, mais c'est pas forcément parce que moi je lis beaucoup de commentaires, même sur les réseaux, ou même ce que j'entends à peu près des supporters, ou même au stade, dans le sens où tu vois, c'est pas logique pour beaucoup qui préféreraient par exemple faire partir Kondogbia au lieu de Garcia. Alors que Garcia, sportivement, comme l'a dit Samy, et c'est vrai, t'apporte beaucoup plus de garanties et de certitude qu'un Kondogbia, qui semble dépassé à ce poste, tu vois, qui a des problèmes même de vitesse, de lenteur, qui a beaucoup de déchets techniques et qui, c'est compliqué pour lui en défense. Alors que Garcia, honnêtement, c'est cohérent ce qu'il propose. Mais Et puis on va Kondogbia a en un gros parler. salaire aussi, ça On va en rentre parler de vraiment en compte Kondogbia, aussi. les gars. Oui, bien sûr. On va en parler de Kondogbia, on va en parler après. Juste avant, petit volet sur un joueur qui a été servi décisivement par Ulysse Garcia ce week-end. Jonathan Rowe, mon chouchou. Je dis mon chouchou parce que c'est un garçon que j'ai beaucoup défendu tout au long de la saison. Il y a eu sa période de creux après son tir au but pardon, manqué face au LOSC. Et derrière, c'est vrai que sur 3 mois, ses entrées n'ont pas été aussi tranchantes
qu'il n'avait pu l'être avant. Mais là, on a l'impression de retrouver un Jonathan Rowe qui est de retour. Ça se matérialise par un but, qui plus est splendide. Je pense qu'il y a que. Ils sont pas beaucoup dans l'effectif à pouvoir en mettre des comme ceci. Les gars, Jonathan Rowe, c'est un garçon sur lequel on a quand même beaucoup investi. Il me semble qu'on était à 12 plus 5, donc c'est quand même un transfert à 17 millions pour l'OM, c'est pas rien. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup de titularisation, qu'on n'a pas beaucoup vu. Ma question, c'est la suivante. Là, plus que pour le sprint final, puisque offensivement, on est quand même déjà bien réglé, quel avenir pour Jonathan Rowe à l'OM? Samy, je te laisse commencer. Moi, je pense que c'est un joueur quand même qui est très jeune. Il a 21 ans. Je pense que c'est la première fois qu'il a quitté l'Angleterre pour arriver à l'OM. Et on peut pas attendre d'un joueur de 21 ans sur sa première saison qui crève l'écran, surtout à 17 millions d'euros. Donc, je pense que c'est un talent à polir. Je pense qu'on a bien fait de le conserver cet hiver, de ne pas le faire partir trop vite. Il a laissé passer l'orage parce que, comme tu l'as dit, il a vécu quelques mois difficiles où il semblait hors des plans. Là, il semble faire son retour parce que, mine de rien, il en fait une situ contre Monaco, un but contre Montpellier, une belle entrée. Donc, c'est un peu ton 12e joueur. C'est le premier qui sort du banc quand tu es un peu en difficulté ou que tu as besoin de changer. Donc, c'est bien de le voir réapparaître dans les plans. Après, à lui aussi, pour les saisons prochaines, de changer certaines choses dans peut-être sa vie, sa méthode de travail à l'entraînement notamment, son implication, etc. Mais comme je le dis, c'est la suite normale, c'est la suite logique d'un jeune joueur de 21 ans. Je trouve qu'on a été un peu trop exigeant avec lui dans les attentes qu'on avait et que pour moi, c'est un joueur qui a alterné entre le bon et le moins bon. Mais voilà, je me répète, c'est la musique d'un joueur de 21 ans. C'est pas un joueur aguerri, il n'a pas 26 ans, il n'a pas 28 ans. Donc c'est un peu normal ce qu'on a vécu avec lui cette saison. Et puis peut-être que lui, comme les profils qui lui ressemblent, il a peut-être besoin d'enchaîner aussi les minutes pour prendre un peu de rythme, pour avoir du ballon dans les pieds. En fait, moi, ce qui me choquait surtout sur les 3 derniers mois, c'est qu'à chaque fois qu'il rentrait, c'était sur des situations de jeu qui étaient quasi bloquées, où soit le match était bouclé, ou soit on attendait qu'il fasse l'exploit un peu comme il l'a fait contre Lyon, où il débloque une situation. Alors bien sûr qu'il y a des fois, il n'était pas juste techniquement, et d'autres où tu le voyais rentrer en traînant des pieds. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas facile mentalement pour un garçon qui quitte son pays pour la première fois, qui vient dans un tel club, et puis qui a quand même plus qu'une fois mérité de jouer et n'a pas eu l'occasion parce que déjà on joue pas assez. Et c'est là que tu vois le fait de ne pas avoir de Coupe de France ou de compétition européenne à jouer. Un avis là-dessus, Enzo? Ouais, non, mais pour moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Samy. Et puis, pour avoir fait la rencontre et notamment mis la déclat sur le Média, sur Jonathan Rowe en zone mixte, en fait, tu sentais que ça lui a fait du bien et que ce but le soulage, dans le sens où il l'a dit lui-même, pour reprendre ses propos, qu'il a passé des moments très très difficiles où il était au plus bas. Et le fait d'avoir quitté justement Norwich, l'Angleterre, où il était titulaire indiscutable, et pour venir à l'OM, où il n'est pas assuré de débuter toutes les rencontres, ça a été compliqué. Après, moi, personnellement, je suis content et satisfait pour ce joueur parce que je trouve que ça fait 2, 3 rencontres qu'on retrouve le Jonathan Rowe décisif, percutant, Ouais. provocateur et à l'aise techniquement, comme on avait vu en début de saison. Après, il ne faut pas oublier qu'il a été le grand perdant du système de Roberto De Zerbi, qui clairement l'a plombé et lui a mis un gros coup de frein. Mais après, à savoir, en cas de qualification en Ligue des Champions, l'OM recruterait potentiellement, là ça t'offre peut-être une transition pour la suite, des défenseurs centraux de qualité et de renom. Et justement, il va peut-être, il l'a dit lui-même, Roberto De Zerbi, repasser à 4. Et là, Jonathan Rowe pourrait être vraiment très très utile. Parce que c'est un ailier qui peut percuter, provoquer, et justement, il jouerait à son poste. Donc, on a peut-être été un petit peu trop exigeant, on a voulu trop vite avec lui. Faut pas oublier qu'il est encore jeune, qu'il vient d'arriver, que c'est sa première saison, mais tu sens qu'il y a quelque chose footballistiquement. Donc, oui, effectivement, en cas de changement de système, il faudrait le conserver. Dans ce cas-là, mais je vais me tourner vers Kiki. Si tu passes à 4, tu le titularises tout de suite en haut à gauche. Ouais, totalement. Moi, je le mettrais totalement en haut à gauche, comme on l'a vu en début de saison, ou notamment sur les matchs où il a été très très bon. Il avait joué ailier gauche dans un système un petit peu en 4-2-3-1 ou en 4-3-3.
Moi, Jonathan Rowe, je trouve qu'il a été un petit peu sous-utilisé par Roberto De Zerbi, parce que même s'il a été victime du changement de système du coach italien, je trouve que De Zerbi, pour moi, l'a un petit peu sous-utilisé. Je trouve que sur certains matchs, il aurait pu apporter de la percussion, il aurait pu apporter de la fougue, il aurait pu apporter de l'intensité, il aurait pu apporter de la percussion devant. Et j'ai l'impression que sur certains matchs, De Zerbi a préféré faire l'impasse sur lui pour mettre d'autres joueurs à sa place, alors que sur certains matchs, je pense qu'il aurait pu nous servir et qu'il aurait pu faire la différence. Même s'il a connu une période de creux et une période où il était pas du tout dedans et une période où il a enchaîné les mauvaises prestations, je trouve quand même que un des petits reproches que j'ai à faire à De Zerbi, je trouve, cette saison, c'est que je trouve que l'utilisation de Jonathan Rowe n'a pas été non plus très très bénéfique pour le collectif à mon goût. Je trouve vraiment que sur certains matchs, il aurait pu être mieux utilisé. Il aurait peut-être pu rentrer plus tôt, voire même certains matchs, même il aurait même pu démarrer pour peut-être, pourquoi pas le relancer lui-même personnellement. Parce que De Zerbi a relancé beaucoup de joueurs, notamment en défense, mais offensivement, il a quand même gardé son socle avec Rabiot, Greenwood, souvent Mopé qui était devant, mais avec l'arrivée de Gouiri, c'est Gouiri qui a remplacé Mopé. Mais il n'a pas réussi à concerner Rowe dans cette rotation devant. Et c'est un petit peu ça où je lui fais le petit reproche, c'est que je trouve que dans certains moments de la saison, Jonathan Rowe a été sous-utilisé pour moi. Mais Après, tu vois, juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que en fait sa venue à l'OM cet été elle est curieuse parce que pour moi c'est tout sauf un joueur qui est adapté pour jouer dans le jeu de position. C'est un ailier gauche qui repique énormément en balle au pied dans l'axe. Et dans le jeu de position, justement, c'est un peu contradictoire. Le jeu de position, c'est quand même fait pour que tu respectes ton poste et que, notamment en l'occurrence l'ailier gauche, il soit servi plutôt dans la profondeur et qu'il ait juste à finir un peu le geste, soit par un centre, soit par un but. Alors que lui, son style de jeu, c'est vraiment d'être, voilà, comme vous l'avez dit, percutant, repiquer dans l'axe, un peu faire bouger les lignes. Et je pense que De Zerbi déteste ça. Il déteste les joueurs qui sortent un peu du cadre, les joueurs un peu fantasques, comme on dit. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait perdre sa valeur aux yeux de Zerbi, c'est son profil. Mais ça interroge sur pourquoi on l'a fait venir finalement, parce que ça on le savait déjà pour qui a un peu enquêté sur Exactement. cet été. Pourquoi on fait venir un joueur avec ce profil-là que moi j'adore hein, personnellement, c'est pas pour dire que j'aime pas, mais De Zerbi lui n'aime pas ce genre de joueur. Donc c'est assez curieux je trouve. mais Et moi, si pour tu Et prends, surtout pour rajouter, et surtout pour rajouter quelque chose, c'est que on a souvent vu Jonathan Rowe sur ses précédents matchs rentrer dans une position axiale, c'est-à-dire en tant que faux numéro 9 et pas non plus autant sur le côté ou sur voilà, un petit peu plus excentré. C'est vraiment un joueur qui rentrait vraiment axial de façon, comme un faux numéro 9. Même contre Monaco, il a démarré comme ça, en tant que faux numéro 9 avec Rabiot et Greenwood derrière lui. Et dans ce système-là, pour moi, et dans cette configuration-là, on tirera pas le max du potentiel de ce joueur-là. Donc moi, je pense que soit il faut attendre la saison prochaine pour pourquoi pas repasser à 4 derrière et le mettre dans un système et dans une position où il sera plus à l'aise, ou soit, pour moi, ce joueur-là sera pas exploitable et malheureusement, il aura pas forcément d'avenir au club et c'est dommage parce que le talent, il a, on l'a vu, le but qu'il met samedi, il y a peu de joueurs qui arrivent à mettre un but comme ça, hein. Donc voilà, on voit qu'il a du talent, même dès qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Il faut juste, c'est un talent à polir et c'est un talent qu'il faut bien exploiter et bien utiliser surtout. avant de passer au... Vas-y Et- Enzo, tu voulais dire quelque chose? ouais, je voulais juste rajouter un truc, mais c'est que moi aussi, justement, je m'interrogeais en fait sur la compatibilité de Jonathan Rowe par rapport au précepte de De Zerbi. C'est un joueur qui ne colle pas avec son ADN et ses principes de jeu. D'où peut-être, finalement, c'est légitime qu'on s'interroge sur son utilisation et sa gestion de Rowe qui, pour le coup, d'après moi, laisse à désirer. C'est toute la question du mercato à venir, hein, de toute façon, et qui dépendra d'une qualification ou non en Ligue des Champions. Avant de passer aux rumeurs d'ailleurs de mercato pour une possible défense à 4 et de la potentielle prolongation de Kondogbia évoquée par notre ami De Zerbi, comme toujours dans DLZ, on prend l'avis de l'un de nos chroniqueurs. Samy, tu as 1 minute pour péter ton plomb et tenter de nous convaincre. Non, parce qu'en fait, après le match de Montpellier, on était tous un peu unanimes pour dire que on s'est un peu ennuyé, mais qu'on était surpris parce que finalement, l'OM avait mis 5 buts et on comprenait pas d'où venaient les 5 buts et que c'était un peu flatteur.
Et j'ai l'impression que c'est un scénario qui se répète quand même pas mal de fois cette saison. Moi, je m'étais fait déjà la remarque un peu plus tôt dans la saison. De Verbi, il est quand même voué à rester à l'OM plusieurs années. Et si pendant plusieurs années, on regarde des matchs en se disant on gagne mais on s'ennuie, on va trouver quand même le temps très long. Et je pense que ce Ah match oui. doit nous pousser en fait à entamer une réflexion sur qu'est-ce que vraiment le spectacle. Parce que à chaque fois, on demande du spectacle, on dit on n'a pas beaucoup d'occasions. Bien. Déjà, c'est faux factuellement. Je suis allé un peu m'informer et l'OM est la cinquième équipe de Ligue 1 qui fait le plus de grandes occasions. Alors l'OM n'est pas première bien sûr, mais l'OM est quand même dans un certain quota avec Paris, Monaco, Lyon, Strasbourg. L'OM est juste derrière avec 70 grosses occasions créées. Et en fait, tu te rends compte que sur les 70 grosses occasions que l'OM a créées, l'OM en a concrétisé 62. Donc un taux de réussite de 90%. Personne ne fait mieux en Ligue 1, même pas Paris. Et donc je me dis, finalement, le spectacle, c'est quoi? Est-ce que le spectacle qu'on demande, c'est juste un compteur d'occasions? On parle même pas de but, hein, on parle juste de compter des occasions. Ou est-ce que le spectacle, finalement, ça n'est pas forcément multiplier les occasions, mais plutôt choisir ses occasions, parce que tu te rends compte que cet OM-là, version 2 il choisit ses occasions, mais par contre, quand il les choisit, il en fait des occasions qui sont hautement exploitables, d'où ce fameux taux de conversion de 90%. Et moi, je me dis que finalement, le spectacle, c'est pas juste compter des occasions qui vont finir par, si elles sont ratées, bah, le spectacle va être gâché, mais plutôt choisir ses occasions, et cet OM-là, il est quand même assez clinique, il est quand même assez létal, et j'ai l'impression que l'OM de Deserbi, quand il y a des enchaînements collectifs réussis, c'est quasiment systématiquement la promesse d'un but. Moi, j'ai rarement connu une saison où on a autant de buts. Quand on les regarde, les buts, quand on regarde les ralentis, si on ne sait pas que c'est Deserbi qui est sur le banc, on arrive à le deviner juste en regardant le but. Et je pense qu'il faudrait qu'on revoie notre définition du spectacle, de l'émotion. Est-ce que l'émotion, c'est juste voir une occasion et finalement l'occasion est part hors du cadre ou dans les virages? Ou est-ce que l'émotion, c'est pas juste voir bah, justement des buts, pas forcément mille et une occasions, mais justement des buts avec une émotion dans le but parce que tu te rends compte que tu as touché toutes les zones du terrain, tu te rends compte que sur certains buts, je pense au but de Merlin contre Lille ou Mopé contre Le Havre, quasiment tous Ouais. les joueurs ont touché au moins une fois le ballon, quelques secondes avant que le ballon arrive dans les cages. Et moi, en tout cas, je me pose énormément cette question et le match de samedi m'a encore plus poussé là-dessus. Est-ce que le spectacle, Samy, qui nous invite très froidement à remettre en question notre perception du Derby Ball? Franchement, Samy, c'était super pertinent, hein. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner votre avis, puisque c'est l'avis d'un de nos chroniqueurs et que on ne peut que l'acquiescer et on ne peut pas y réagir. On ne Merci, pas Samy. Pour en revenir aux C'est bien rumeurs dommage. mercato, donc on parlait d'une défense à 4, un retour à la défense à 4. Et de toute façon, à l'OM, il n'y a pas besoin d'être en période de mercato pour avoir des rumeurs. Elle était déjà sortie cet hiver. Aymeric Laporte à l'OM en second central pour accompagner Palerdi dans cette défense. Ou alors, il y aurait déjà un montage financier qui a été trouvé en cas de qualification avec des champions. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Ou alors, Olivier Boscagli du PSV Eindhoven. Les gars, est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux? Aucun des deux? Les deux, puisque McCourt fait tourner la planche à billets au State. Quel est votre avis? Qui je laisse commencer? Moi, j'ai pas Alors Samy. moi, mon avis concernant Aymeric Laporte, alors Aymeric Laporte, je trouve que c'est un défenseur déjà qui est très très expérimenté. Donc je pense déjà que son renfort pourrait nous faire du bien sur cet aspect-là, parce que voilà, c'est un défenseur qui n'a plus grand-chose à prouver dans le football européen. C'est un défenseur qui a de l'expérience, que ce soit en club ou que ce soit en sélection. Maintenant, moi, j'ai des doutes concernant sa capacité physique, parce que ça fait quand même au moins 2 ou 3 ans, il me semble 2 ans, qu'il est en Arabie Saoudite. Sans manquer de respect au championnat Ça fera 2 ans saoudien, mais cet été. voilà, ça fera 2 ans Ça cet fera deux été. ans. Donc, manquer de respect au championnat saoudien, je pense pas que ce soit la même intensité et la même qualité, on va dire, que les championnats européens. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai peur de voir arriver un Aymeric Laporte bah, un petit peu cramé, un petit peu sur la fin, et que ça soit plus la fausse bonne idée qu'autre chose.
même si le profil est intéressant et que je trouve que niveau expérience, ça nous ferait énormément de bien. J'ai des doutes sur sa capacité physique. Et concernant Boskagli, je vais pas me mentir, je connais très très peu puisque je ne regarde pas non plus tous les matchs du PSV Eindhoven. Je l'ai suivi de très très loin ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions et j'ai trouvé que sur le petit échantillon que j'ai vu de cette équipe-là en Ligue des Champions, je trouve qu'il a fait quand même des matchs globalement corrects et que ça reste un défenseur central plutôt fiable. Mais pour moi, ce serait pas mon premier choix. Il y avait une rumeur précédemment que j'avais beaucoup aimée, c'était celle de Facundo Medina du Racing Club de Lens, qui pour moi est une piste qui me plairait beaucoup plus que Boskagli. Medina, qui est un défenseur qui connaît la Ligue 1, un défenseur pour moi sur les 2-3 dernières saisons qui fait partie du très très haut du panier du championnat. Et pour moi, c'est un joueur qui est totalement OM compatible, on va dire, qui pourrait totalement se fondre dans cet environnement volcanique qui est Marseille et qui est le Vélodrome. Donc moi, je partirais plus sur un recrutement de Facundo Medina, même si la piste Boskagli ne me déplaît pas non plus que ça. Précise quand même pour Boskagli, c'est une fin de contrat, hein, c'est-à-dire que le joueur n'est plus sous contrat au PSV à partir du 30 juin. Valeur marchande, plus de 20 millions d'euros quand même. Là où Medina, je précise, il va falloir aller chercher des sous et les donner à un concurrent direct. Et on sait que Lens ne nous fera pas de cadeau. Et enfin, c'est un Français qui a déjà joué dans le championnat de France. Voilà, c'est juste pour À Nice, aller il en me semble, non? Ouais, à Nice, voilà, tout à fait. Il est formé à Nice, non? ouais. Ouais, 2015-2019, je crois, à Nice. tout à fait, Enzo. D'ailleurs, Enzo, du coup, Laporte, Boskagli, les deux, aucun, défense à 4, défense à 3. Bah alors déjà, honnêtement, de base, moi j'ai le même avis que Kylian sur les joueurs qui s'expatrient en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que parlons juste du côté sportif. Pour moi, c'est quand même un choix de carrière qui ne reflète pas forcément le côté sportif qui est mis en avant. Par contre, je me suis renseigné sur Aymeric Laporte et c'est quand même apparemment de ce qu'on m'a dit, des suiveurs qui regardent le championnat saoudien, que Aymeric Laporte aurait toujours un niveau européen. C'est-à-dire qu'il serait toujours en condition physique, il serait toujours performant. Et je me suis renseigné et j'avais notamment vu son dernier rassemblement, parce que là, depuis, il est blessé, mais contre le Danemark, en novembre, il me semble, Ah oui, mais en décembre, avec l'Espagne, il avait été très solide. D'ailleurs, il a il est toujours sélectionné avec la Roja, hein. exactement, avec la Roja, il joue toujours. Il a fait un Euro 2024 très très solide. Et quand on connaît l'expérience du joueur qui est Aymeric Laporte, qui a joué plusieurs saisons à Bilbao, après à Manchester City, qui a même remporté la Ligue des Champions avec Pep Guardiola, c'est quand même pas négligeable. Qui plus est, justement, où tu recherches un cadre et un taulier en défense centrale. Donc à partir du moment où on me dit, et de ce que je vois avec l'Espagne, qu'il a toujours un niveau européen, c'est oui. Même si de base, je ne suis pas fan de reprendre un joueur qui était parti en Arabie Saoudite, parce que pour moi, il est sur le déclin de base. Mais s'il a toujours son niveau européen et qu'il peut performer et être bon à l'OM en Ligue des Champions, oui, on le prend. Samy, quelle association, moi c'est surtout là-dessus que je vous attends, quelle association avec Balerdi et dans quel schéma? On sait que De Zerbi veut retourner à 4. Maintenant, si tu veux retourner à 4, pour moi il faut absolument associer Balerdi à un patron. Est-ce que la porte ça passe? Est-ce que ça suffit? Comment tu verrais les choses, toi? Oui, bah, De Zerbi l'a clairement dit, il veut retourner à 4, donc forcément ce sera un patron associé à Balerdi. Moi, pour moi, Laporte, c'est pas une bonne idée du tout. Alors, je vais pas insulter l'avenir, hein. Peut-être que dans un an, on va refaire la même vidéo et je dirais que c'est le meilleur joueur de la saison, mais euh, je vois pas déjà comment, en jouant 2 ans en Arabie Saoudite, tu peux garder un niveau européen. Techniquement, c'est pas possible déjà. Dans l'intensité, tu perds quelque chose. Donc, Avec même l'Espagne, pourtant, et on le voit bien, il est quand même bon. bon où? Ah, j'entends plus. J'ai dit bon où? Il t'a répondu, il a dit il est bon où? Ah, il est bon bah, en sélection. Bah, pour moi, la sélection, c'est un échantillon qui est beaucoup trop faible pour dire qu'un joueur qui joue depuis 2 ans en Arabie Saoudite est toujours bon. Quand tu joues, enfin, à un moment donné, le championnat, c'est le pain quotidien. Donc, ça fait 2 ans qu'il évolue dans le championnat saoudien. Il ne peut pas avoir gardé le même niveau qu'il avait quand il était en Europe. Parce que déjà, Bah, en moi, termes d'intensité, ouais. en termes d'intensité,
déjà, il y a quelque chose qui se perd. Et quand tu perds déjà l'intensité, ça a un impact que tu le veuilles ou non, même si tu te mets en condition, même si tu travailles à l'extérieur, ça a un impact sur ton niveau. Enfin, je veux dire, c'est limite scientifique. Donc moi déjà, je trouve que c'est pas une bonne idée la porte. Et aussi mentalement, je trouve que quand tu pars 2 ans en Arabie Saoudite, revenir en Europe à 31 ans et mentalement se remettre dans le bain des exigences Ligue des Champions, des exigences des matchs tous les 3 jours, des petites subtilités comme ça, il faut pas le sous-estimer. Et pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Et encore moins, surtout à cet âge-là. Il serait Et un peu plus lui, jeune, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, là, ça sent pas bon du tout. Boscagli, je préfère déjà, même si pour moi, il a aussi les mêmes défauts sur le plan de la vitesse. Mais en termes de relance, c'est quand même du très, 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 très haut niveau. Et Medina, j'aime beaucoup parce que, je l'avais dit en plus dans un précédent DLZ, je pense que la crise des droits TV va changer beaucoup de choses. Je pense que l'OM va recruter de plus en plus en France. Et je pense que un club comme Lens, qui sera en difficulté, en plus il y aura pas de Coupe d'Europe, sera beaucoup plus enclin à lâcher Medina facilement que prévu. Donc pour moi, ça c'est vraiment une bonne piste à tous les niveaux. Il a le leadership, il connaît déjà le championnat, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation. Aymeric Laporte, ça a beau être un ancien très grand joueur, il peut connaître ce problème d'adaptation. Boskagli pareil. Avec Medina, on sait qu'il n'aura pas parce qu'il connaît le championnat. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure idée. après Medina, moi je serais quand même plus rassuré à 3 qu'à 2. Hum, Moi, Parce que honnêtement, en fait, moi c'est le côté accompagné Balerdi, on parle d'un patron. Tu me parles patron, je pense pas à Medina en premier. Et je pense pas à Boskagli non plus pour te dire. Je pense à après, la porte. Balerdi, à 27 ans, il a le droit aussi de gonfler un peu plus les pecs aussi. Je sais bien Samy, mais on a fait ce pari là l'année dernière en l'accompagnant d'un brassier sur les 3 premiers mois et on a vu ce que ça a donné. Oui, mais justement, peut-être qu'avec une saison de Capitana dans les jambes, à un certain moment, il va avoir 27 ans, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite et qui doit se dire, je dois quand même montrer qui est le patron et que c'est quand même mon statut. Donc, il faut aussi faire confiance, même si, comme toi, je suis un peu réticent, mais il faut Ouais, aussi, à un moment donné, on a fait un pari de le prolonger, de lui donner le brassard. Donc, quand on fait un pari comme celui-là, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux pas donner le brassard à quelqu'un, tu peux pas le prolonger, lui donner les clés du camion et faire de la conduite accompagnée. Si tu lui donnes les clés du camion, tu le laisses faire la route. je Après, suis bien d'accord, mais j'en ai pas la certitude le concernant. Ça se joue peut-être au niveau de la pilosité. Il devrait se laisser pousser la barbe, revenir avec un tatouage. Vas-y Enzo. ouais, non, pour terminer sur Aymeric Laporte, en fait, moi, de ce que je vois, parce que je regarde souvent quand même les matchs de l'Espagne, et du rendement, après, oui, je sais que forcément, c'est pas au quotidien, c'est une sélection sur un moment donné, c'est vrai. Mais à partir du moment où je me renseigne auprès de quelqu'un, j'ai vraiment fait la démarche, et d'ailleurs, on avait fait une vidéo sur ça avec Ariles qui n'a pas été diffusée, on en fera peut-être une prochainement sur Aymeric Laporte, où on me dit qu'il performe encore, qu'il est encore au niveau européen. Personnellement, j'ai vu aucun. Personnellement, j'ai vu encore. Je m'entends double. J'ai vu. Ouais, je m'entends double, c'est Moi insupportable. aussi, je t'entends double. Vas-y, Ah vas-y, ouais? reprends. Et là, tu m'entends ou pas? Là, c'est bon, vas-y, reprends. Ouais, je On m'entends retombe double. pour. Oui, je disais, du coup, oui, quelqu'un qui me dit vraiment qu'il est encore au niveau européen. Personnellement, j'ai vu aucun match de lui en Arabie Saoudite. Donc, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais si, à partir du moment où c'est quelqu'un qui suit ce championnat qui me dit qu'il est encore à niveau et justement c'est en corrélation avec ce que je vois en sélection, bien évidemment. Non, mais encore heureux que dans le championnat saoudien, il arrive à prendre le dessus sur ses attaquants. Oui, C'est bien pas ça. sûr. Bah oui, mais bon, il performe quand même avec l'Espagne. Avec l'Espagne, il joue des joueurs qui jouent en Europe, qui évoluent en Là, Europe. là où je Hormis, vais rejoindre, Mais là où moi, je ce vais qui, rejoindre. C'est solide en moi, ce qui Espagne. m'inquiète surtout, moi, ce qui m'inquiète surtout avec Laporte, c'est en fait de voir dans quelles conditions physiques il va arriver, quoi. Est-ce que c'est un Regarde joueur qui l'unité. physiquement,
sera encore au point. Est-ce que moi c'est ça qui me fait peur en fait avec Laporte, c'est que je sais pas si physiquement il sera capable Pourquoi? d'être encore au même niveau qu'il l'était lors de ses années en Europe, notamment Manchester City. Et c'est pour ça que moi j'ai un petit peu peur de la fausse bonne idée avec Aymeric Laporte. Après, comme je l'ai dit, au niveau de l'expérience, ça ferait énormément de bien d'avoir un patron derrière parce que c'est ce qui nous a cruellement manqué, je trouve, cette saison, un patron derrière. Même si Balerdi aurait pu endosser ce rôle-là, je trouve que sur certains moments de la saison, il a un peu failli dans ce rôle-là. Il nous manque un patron, Laporte serait peut-être la piste idoine, mais moi j'ai vraiment peur de sa condition physique et de ses 2 ans en Arabie Saoudite. Je sais pas Je vais si conclure physiquement sur, il sera à répondre aux je attentes. vais conclure sur Laporte. Je précise quand même que si tu fais un coup pareil en termes de salaire et de même d'indemnité de transfert, tu vas être sur ton deuxième, troisième gros coup du mercato. Donc à ce prix-là, c'est plus un pari, c'est un investissement qui doit être rentable. Et donc, si tu n'as pas ces certitudes-là au plus vite, tu risques de le payer très cher. Et deuxième propos là-dessus, je n'ai pas la certitude, je suis pas un fan de Manchester City, mais que dans le club de Guardiola, un défenseur hors cadre ultra taulier passe des saisons à 40-45 matchs pleins. Et donc revenir en Europe, où tu vas endosser ce rôle-là, et tu vas jouer et Ligue des Champions, et Coupe de France, et Ligue 1, moi ça me paraît énorme à faire d'un coup, en sachant qu'il ne l'aurait potentiellement jamais fait de sa carrière, à part l'Athletic Club, c'est-à-dire il y a plus de 6 ans. À voir ce que ça donne. Mais on sera attentif là-dessus. À voir. Faut déjà le voir jouer pour voir ce que ça donne. Voilà déjà. On va conclure ce volet rumeur, prolongation et avenir de l'effectif de l'OM avec le gars Geoffrey Kondogbia qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure par rapport à Ulysse Garcia. En conférence de presse après le match contre Montpellier, Roberto De Zerbi, qui ne s'interdit rien, s'est même permis une petite phrase concernant Kondogbia, après avoir précisé qu'il était exceptionnel, que c'était un mec avec une très belle mentalité. Il n'a pas dit qu'il avait un très beau salaire, il a juste parlé de sa mentalité. Roberto Zerbi a évoqué une éventuelle prolongation. Alors, on sait que c'était dans le feu de l'action, on sait que De Zerbi ne calcule pas forcément ce qu'il dit, c'est pas le meilleur des communicants, mais enfin, quand même, quand c'est un joueur qui était lofté au début de saison, qui n'était pas censé faire partie de ton équipe, que tu as intégré parce qu'il t'a convaincu par les mots, parce qu'il t'a convaincu par la personne, que tu l'intègres définitivement dans ton effectif et que tu envoies un tel message à la fin de saison à tes dirigeants, c'est pas rien. Alors, moi, ma question, ça va pas être est-ce que c'est une bonne idée? Parce que bien sûr que non, ce n'est pas une bonne idée de prolonger Kondogbia, surtout avec un salaire pareil. Ma question, c'est est-ce que selon vous, c'est envisageable et sous quelles conditions? Samy, je laisse commencer. Bah, je sais pas si la femme de De Zerbi nous regarde, mais si elle a quelque chose à lui demander, après une victoire de l'OM, il dit oui à tout. Par par rapport à Kondogbia, si c'est envisageable et si on veut vraiment le prolonger, bah, qu'on le prolonge. Mais par contre, le débat qu'on vient de faire là il y a 2 minutes sur des Laporte, des Boskagli, des Medina, enfin des ce que vous voulez, on l'oublie, hein, on le supprime, hein, parce que tu peux pas prolonger Kondogbia et faire On est bien venir d'accord. tous ces gens-là, tous ces gens-là. Et puis deuxièmement, De Zerbi, il doit aussi se remettre en question. L'été dernier, il lui a été proposé de se séparer de Kondogbia. Il a mis quand même en quelque sorte son veto, où il avait dit qu'il avait eu un coup de foudre humain. Donc, ok, le coup de foudre Voilà. humain, sauf que tu t'aperçois, si tu regardes dans le rétroviseur de la saison, que le coup de foudre humain, très certainement, hein, Kondogbia, ça a l'air vraiment d'être un super mec, un ancien très grand joueur. Il a vraiment, mais vraiment, hein, je le dis sans ironie, et je comprends le coup de foudre humain. Sauf que sur la saison, ça a été compliqué. Il a été aussi blessé à la reprise en janvier et ça nous a beaucoup pénalisé. Là, il est sur le terrain. euh, Garcia, au retour de Balerdi, pour moi, c'est Garcia qui devra jouer à gauche et Kondogbia devra retourner sur le banc. Bon, après ça, c'est subjectif, mais euh, enfin, voilà, la saison de Kondogbia, elle est pas excellente non plus. Donc, parler de prolongation, moi, je trouve ça insensé, surtout quand tu vois la saison qui vient de s'écouler. C'est quand même un joueur qui va avoir 33 ans, je crois. Non, non, c'est pas envisageable. Sous quelles conditions, pardon, tu conserves Geoffrey, toi? Bah, moi honnêtement, sous quelles conditions, je le vois pas beaucoup.
J'en vois pas beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, de une, pour moi, j'en parlais un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est qu'il a un énorme salaire et que pour moi, l'OM ne peut pas encore continuer à assumer son salaire-là sur les prochaines années. De deux, on parle aussi d'un joueur qui est vieillissant et d'un joueur qui est beaucoup plus sur la fin qu'autre chose. Ensuite, de trois, comme l'a très bien dit Samy, on parle d'un joueur quand même qui est sur une saison qui, je trouve, pour moi, est globalement moyenne, même si je trouve quand même qu'il a fait quand même quelques bons matchs à un poste tout Une nouveau saison pour à la lui. Sa saison est Kondogbia. globalement moyenne. Voilà, sa saison est globalement moyenne. Donc moi, je vois pas en fait l'utilité de le prolonger. Surtout qu'en plus, Mais comme on si l'a on baisse dit, le c'est salaire, un joueur. tu prends ou pas? Si on baisse le salaire, personnellement, je te dirais oui, mais est-ce que lui voudra baisser son salaire? C'est ça la grande question. Ah Moi, oui, je non, non, mais pense pas qu'il voudra c'est ça. parce que je pense que Et puis dans tous les c'est la cas, il va saison. pas jouer pour 100 000 euros. Hein. Baisser le salaire, ce sera pas non plus une baisse Mm. extravagante et Pas énorme. Hein. suffisant. Oui, Ouais. exact. Ouais, c'est Pour ça. moi, Mais est-ce que lui voudra forcément baisser son salaire? Je ne sais pas. Est-ce que la direction va vouloir s'appuyer encore sur quelques années sur Kondogbia? Voilà, De Zerbi, on sait très très bien que après chaque victoire, on sait très bien que il est pas forcément non plus très très lucide dans ses paroles. Donc non, moi honnêtement, je ne vois pas sur quelle utilité tu peux prolonger Kondogbia et même sur quelles parce que conditions. Parce que je vais pour te moi faire l'avocat de honnêtement, la défense, hein. Et parce que c'est un mec qui t'a toujours dépanné, qui a fait le bon samaritain en allant en défense quand le milieu de terrain était plein, alors qu'il aurait pu tirer la gueule. Parce qu'il a été présent contre Paris en faisant son match, là où par exemple Rongier s'est caché. Il avait fait un bon début Milieu. de saison associé avec Bierg. Tu vois, il y a aussi du bon à en tirer. Maintenant, est-ce que de là à le conserver à tout prix, si c'est la demande de ton coach, moi, Enzo? honnêtement, je pense qu'en vrai, je le conserverai peut-être encore une saison pour pourquoi pas encadrer encore un petit peu ce groupe. Ça reste quand même un de nos rares joueurs encore d'expérience dans cet effectif-là. Pour pourquoi pas continuer encore à encadrer les jeunes de cette saison. Mais je pense que pas plus. Pas plus. Donc, pour moi, la prolongation, c'est non. Je pense pas que c'est un joueur qui peut s'inscrire sur le long terme à l'Olympique de Marseille, mais le conserver peut-être encore une saison pour encadrer encore les jeunes, qui plus est avec la Ligue des Champions, il va nous falloir aussi des joueurs d'expérience. Pourquoi pas? Mais le prolonger, pour moi, c'est non. Très bien. Merci pour vos avis, messieurs. Je On vais aura juste, été clair. Oui, si je Enzo. peux dire un truc sur Kondogbia, après encadrer les jeunes, je sais pas, je j'ai jamais réellement compris ce que ce terme voulait dire. Mais par contre, sur Kondogbia, il y a quelque chose qui est quand même flagrant, c'est que en fait actuellement, ça semble plus un cadre dépassé et vieillissant qu'autre chose. Certes, il a sorti des très bons matchs. D'ailleurs, j'avais été le premier surpris de sa prestation, qui était vraiment satisfaisante au Parc. Mais en tout cas, si De Zerbi a eu le coup de cœur humain, je n'ai pas eu le coup de cœur footballistique sur cette saison avec Kondogbia. Oui, c'est-à-dire que c'est un joueur quand même qui est très souvent à la limite, qui est d'une lenteur abyssale et puis qui porte vraiment pas forcément des certitudes. Et c'est surtout que, comme l'a dit Kylian et comme l'avait rappelé Samy, c'était un coût financier énorme. Donc oui, après, en baissant le salaire, en faisant des compromis, mais il va pas jouer non plus pour 0 € ou pour un salaire digne d'un autre joueur. C'est quand même Kondogbia avec Comme Daniel Alves au Barça, s'il aime l'OM, il peut peut-être nous faire cette oui, oui, fleur-là. bon, ça, De Zerbi est venu pour le Vélodrome aussi, hein, tu vois, 550 000 euros quand même. Tu vois. Non, mais voilà, c'est honnêtement, c'est peut-être le moment de s'en séparer. Voilà, c'est le moment pour moi. Eh bien, on verra ce qui aura l'audace de récupérer un joueur à ce prix-là. Et surtout, on a déjà vu la complexité que c'était de s'en débarrasser cet été. Et il y a beaucoup de joueurs dont on devra se débarrasser cet été. Messieurs, merci. On se retrouve pour le débrief dimanche après le match contre Brest et cette belle mise au vert à Rome. Mise au vert qui n'aura pas d'effet normalement sur le jeu de l'équipe. Messieurs Samy, Kylian, Enzo, merci encore pour vos avis, merci pour votre pertinence. Pour nos auditeurs, nos viewers, je vous invite à vous abonner, à partager. Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM. Je présente mieux que Martin Cadem. À bientôt et allez l'OM!